Comment Voldemort a-t-il mis en place son plan? Comment les autres champions ont-ils vaincu leur dragon? Qu'est devenu Barty Croughton Jr. après le tournoi des 3 sorciers? Si vous vous êtes déjà posé ces questions devant le 4e film Harry Potter, vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons revenir ensemble sur cette aventure et répondre à tout ce que le film a laissé en suspens. Je suis trop heureux de faire cette vidéo. Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est mon livre préféré. Le film est un concentré d'action, de danger, d'émotion et de suspense, mais l'adaptation a mis de côté tant de choses. L'histoire du livre est tellement riche, entre l'ouverture au reste du monde magique, l'aspect enquête, les mystères qui entourent nos héros, jusqu'à ce que l'on comprenne tout. Et bien sûr, le tournoi et les tâches colossales qu'Harry doit affronter. Mais il y a autre chose, quelque chose que je vais enfin vous avouer après tout ce temps. Moi aussi, j'ai participé au tournoi des 3 sorciers lorsque j'étais élève à Poudlard. Je n'oublierai jamais ce moment où mon nom a été recraché par la coupe de feu. Tout Poudlard était derrière moi et je m'étais préparé comme personne. Je m'étais d'ailleurs inspiré de Harry pour mettre en place ma stratégie. Un petit sortilège boosté à ma façon. Accio Oli. C'est l'occasion pour moi de vous parler de cette boisson que j'aime beaucoup et qui m'aide depuis longtemps. Oli est une marque de boisson avec plusieurs gammes qui regroupent plein de saveurs fruitées différentes. Tout aussi bonnes les unes que les autres et qui m'ont été bien utiles dans ce tournoi. Pour affronter mon dragon, un checker de la gamme Ice Tea bien frais et désaltérant pour contrer le feu de la bête. Et une fois l'œuf d'or récupéré, la gamme hydration à base d'eau de coco et de baie de goji, parfaite contre la déshydratation pour me remettre de la bataille. Pour l'épreuve du lac, j'ai misé sur la gamme énergie et sa New Caf qui m'a filé un boost d'énergie qui m'a permis de nager jusqu'à mon objectif en un temps record. Et pour la terrible épreuve du labyrinthe, j'ai choisi ma saveur préférée de toutes, la Wild Berry Wolf de la gamme énergie. Tout Poudlard était en liesse alors que je ramenais la coupe à la maison. Même Harry Potter n'avait jamais été aussi populaire que... Oh non, c'est pas vrai, mais ce montage jouera ma peau, c'est pas possible. Et Oli aussi, c'était un rêve, j'imagine? Ah non. Alors d'accord, je n'ai pas combattu un dragon ou les profondeurs du lac noir, mais j'ai aussi mes épreuves à affronter. La plus difficile en ce moment, c'est mon addiction au soda qui ruine ma santé à petit feu. Et ma potion magique Oli est tombée à point nommé en me proposant une alternative plus saine avec plein de saveurs que j'aime. Cela ne remplace pas une activité sportive quotidienne et une alimentation saine, mais c'est un premier pas, le plus important vers le bien-être. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, rendez-vous sur le site d'Oli pour découvrir leurs produits. Pour bien débuter, je vous conseille le pack découverte qui est fait pour ça, avec un shaker et un mélange de sachets de leurs différentes gammes. Avec le code VSQ5, profitez de 5 € de réduction sur votre première commande. Et si vous êtes déjà client chez Oli, avec le code VSQ, c'est 10% de réduction dont vous pourrez profiter. Allez, on a du pain sur la planche. Toutes les questions sans réponse dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est parti. Qui est ce vieil homme assassiné par Voldemort? Le film commence avec un vieux jardinier qui remarque une lumière inhabituelle dans la bâtisse qu'il surveille. En entrant, il surprend sans le savoir Lord Voldemort en train de préparer son plan pour cette année. Il est dénoncé par Nagini et n'a pas le temps de fuir avant de se faire tuer. On ne sait rien à son sujet alors que ce jardinier n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Frank Bryce, l'ancien jardinier des Jedusor, la famille paternelle de Lord Voldemort. D'ailleurs, la scène se déroule à Little Angleton, le village natal de Tom Jedusor Senior, le père du mage noir. Frank a travaillé de longues années pour les grands-parents de Voldemort et leur fils. Cette famille était méprisée par le village. Les Jedusor étaient connus pour être cruels et arrogants, jusqu'au jour où on les a retrouvés tous les 3 morts dans leur maison, sans marque sur le corps. Pas de traces de lutte, pas de blessures, rien du tout. La police a aussitôt pointé Frank du doigt. C'était le seul à avoir accès à la maison. Mais lui a toujours clamé son innocence et répété qu'il avait aperçu un jeune homme étranger au village, rôder dans les parages ce jour-là. Mais ce n'est pas son témoignage qui l'a sauvé. C'est le fait que les médecins moldus n'ont jamais réussi à comprendre ce qu'il s'était passé. Aucune trace de ce qui a pu causer la mort des 3 Jedusor au même moment. Pas de preuves, pas d'indices. Faute d'éléments, Frank a été relâché. Et contre toute attente, il est même retourné travailler dans la maison puisqu'il n'avait rien à se reprocher. Évidemment, ce jeune homme mystérieux et étranger au village, c'était le fils de Tom Jedusor Senior, le futur Lord Voldemort. C'est lui qui a tué toute sa famille paternelle par haine des Moldus. C'est parce qu'ils ont été tués par Avada Kedavra que les 3 Jedusor ne portent aucune marque sur le corps. Et ce meurtre a permis à Voldemort de créer l'un de ses Horcruxes, la bague de Gaunt. Des familles se sont succédées dans la maison des Jedusor, mais sans rester très longtemps. Le dernier propriétaire l'a laissé à l'abandon et la maison a commencé à tomber en ruine, comme on peut le constater au début du film.
Le vieux jardinier n'avait pas la force d'entretenir tout le domaine, mais il faisait de son mieux. Et les jeunes du coin s'amusaient à se moquer de lui et allaient même jusqu'à forcer la porte pour entrer. Voilà pourquoi, au début du film, Frank est excédé et prêt à agir seul. Après l'accusation injuste dont il avait été victime, il ne faisait plus confiance à la police. Mais il aurait mieux fait de rester couché ce jour-là. Pourquoi Harry est-il au terrier? Alors préparez-vous, ça va être long. Puisqu'en une seule ellipse, le film a supprimé plusieurs des premiers chapitres du roman. Voldemort tue Frank et à des kilomètres de là, Harry se réveille en panique au terrier, réveillé par Hermione. Ce que vous vous êtes peut-être demandé, c'est pourquoi Harry est déjà au terrier. Il n'est pas rentré chez les Dursley cette année-là? La dernière fois qu'il était à Private Drive, il a fait gonfler la tante Marge comme un ballon et a claqué la porte derrière lui. Comment toute cette histoire s'est terminée? Dans le roman, Harry est bien chez son oncle et sa tante au début de l'histoire. C'est chez eux qu'il fait ce rêve à propos de Voldemort et de Queue de Verre. Notez bien que Barty Croughton Jr. ne fait pas partie de cette vision, c'est important. Bref, malgré l'incident avec la tante Marge, les Dursley ont fini par se calmer. Surtout parce qu'ils ont appris que le criminel Sirius Black est le parrain de Harry, qu'il tient absolument à ce qu'il n'arrive rien à son filleul. La réputation sinistre de Sirius est même connue des Moldus, et Harry ne prévient évidemment pas les Dursley qu'il est innocent. Il se sert de ce moyen de pression pour être tranquille et pour les convaincre de le laisser rejoindre le terrier pour le reste de l'été et pour assister à la finale de Quidditch. Le film a d'ailleurs supprimé l'une des scènes les plus drôles du livre, l'arrivée des Weasley au 4 Private Drive. Arthur tente de venir chercher Harry par la cheminée grâce à la poudre de cheminette, mais les Dursley ont fait condamner la leur. Arthur finit par faire exploser la cheminée sous les yeux des Dursley, qui sont à la fois furieux et terrorisés. C'est aussi dans cette scène que l'on découvre pour la première fois l'un des produits des jumeaux. Fred profite de l'occasion pour tester l'une de ses inventions sur Dudley, une praline longue langue. La langue du cousin de Harry gonfle sans s'arrêter. C'est la panique générale. Vernon lance des objets sur Arthur, Pétunia hurle, tandis qu'Arthur essaie tant bien que mal de soigner Dudley. C'est dans cette ambiance explosive qu'Harry quitte enfin Private Drive pour rejoindre le terrier. Là, il rencontre pour la première fois Charlie et Bill Weasley, venus eux aussi pour assister à la Coupe du Monde. Il découvre également que Fred et George travaillent sérieusement sur leur projet de boutique de farce. Un projet qui enthousiasme les jumeaux, mais beaucoup moins Molly Weasley, qui préférerait les voir se concentrer sur leurs études. Si j'insiste à ce point sur ces passages, c'est parce que rien n'est laissé au hasard dans cette aventure. Venir aussitôt chez les Weasley va permettre à Harry de découvrir beaucoup de choses qui prendront sens par la suite. C'est aussi l'occasion pour J.K. Rowling de poser les bases de futurs points importants du lore de son univers, comme la création de la boutique des jumeaux Weasley. Où est Percy Weasley ? Même s'il a perdu en importance très rapidement dans les premiers films, on ne peut que remarquer l'absence de Percy auprès de sa famille en ce début d'aventure. Il n'est ni présent au terrier, ni avec les siens pour assister à la finale de Quidditch, alors que c'est un personnage très important dans l'intrigue. Dans le roman, Percy est au terrier lorsque Harry vient pour y terminer ses vacances. L'année précédente, il a fini ses études à Poudlard avec succès, et cet été-là, il commence à travailler au ministère de la Magie sous la direction de Barty Croughton. Fidèle à sa réputation, il est complètement absorbé par son travail et passe son temps à réprimander ceux qui, selon lui, font trop de bruit. Ron explique aussi à Harry à quel point Percy suit aveuglément son patron, prêt à tout pour se faire remarquer. Un comportement qui ne sera pas sans conséquence dans la suite de l'histoire. Lors d'un dîner avec les Weasley, on apprend quelque chose d'intéressant qui nous sera utile pour la suite. Une employée du ministère, Bertha Jorkins, a disparu. Percy, choqué, s'indigne que ses supérieurs ne fassent pas davantage d'efforts pour la retrouver. Mais au ministère, personne ne s'inquiète vraiment, parce que Bertha a la réputation d'être tête en l'air, un peu fantasque. Mais nous qui lisons le livre, on sait déjà ce qu'il s'est vraiment passé. Bertha Jorkins a été assassinée par Lord Voldemort. Il l'a capturée, s'est servi d'elle pour préparer ses plans, lui a soutiré des informations, puis l'a tuée. C'est ce qu'on apprend dès le premier chapitre lorsque le jardinier surprend la conversation de Voldemort. Harry aussi a entendu son nom dans ses rêves, mais ses souvenirs sont trop flous pour qu'il fasse le lien. Où est Madame Diggory ? Harry, Hermione et les Weasley rejoignent les Diggory avec qui ils vont faire le voyage par porte au loin. On y rencontre Amos le père, Cédric le fils, mais pas de Madame Diggory à l'horizon. La femme d'Amos n'apparaît pas de tout le film. Pourtant, elle est bien vivante et présente dans l'intrigue du roman. On la découvre seulement à la toute fin, après la mort de son fils. Elle se rend au château pour parler avec Pomona Chourave, la directrice de Poufsouffle, puis elle passe à l'infirmerie pour remercier Harry d'avoir ramené le corps de Cédric. Comment la Coupe du Monde est-elle cachée aux Moldus ? L'une des grandes problématiques récurrentes dans l'univers d'Harry Potter, c'est de cacher la magie aux Moldus. Alors forcément, on peut se demander comment réunir des milliers de sorciers pour une Coupe du Monde de Quidditch sans se faire remarquer.
La scène du film ne s'embarrasse pas de telles questions. On découvre un campement immense où la magie est partout autour de nos héros. Niveau discrétion, on a vu mieux. Dans le roman, cette question est prise beaucoup plus au sérieux. Le ministère a travaillé pendant des années pour dissimuler l'événement au Moldu. On n'a pas tous les détails, mais on sait que pour la finale, par exemple, l'arrivée des spectateurs est minutieusement contrôlée. Le ministère décide quand et comment chaque famille peut se rendre sur place, pour éviter que des milliers de sorciers débarquent d'un seul coup dans une zone normalement déserte. Pour organiser ça, le ministère occupe un immense camping et efface régulièrement la mémoire du Moldu chargé de le gérer. Même chose pour le stade, gigantesque, chaque mètre carré est protégé par des sortilèges repousse Moldu. Pourquoi ont-ils besoin d'une tente ? Après tout, on vient de voir qu'avec un porte-loin et un peu de marche, ils pouvaient très bien rentrer chez eux, mais ce serait oublier le Quidditch et ses règles plus ou moins farfelues. On n'y pense pas toujours parce que dans l'histoire, la plupart des matchs sont relativement courts. Mais en réalité, un match de Quidditch ne s'arrête que lorsque le vif d'or est attrapé, pas avant. Certains matchs de Quidditch peuvent durer des heures, des jours, des semaines. Avant la finale, personne ne peut savoir combien de temps ça va prendre. Voilà pourquoi les familles prévoient de quoi camper sur place au cas où. Comment les Weasley ont-ils obtenu de si bonnes places ? Juste avant le match, Harry croise les Malfoy. Ils sont fiers de lui annoncer qu'ils assisteront à la rencontre depuis la loge du ministre. Lucius en profite pour se moquer des Weasley qui ont des places aussi hautes dans le stade. Ce qui est débile d'ailleurs, puisque pour un sport de vol sur balai, c'est la meilleure position pour tout voir. Mais c'est surtout un énorme changement par rapport au roman, dans lequel Harry et ses amis se retrouvent justement dans la tribune officielle, auprès du ministre. Ils y croisent les Malfoy bien sûr, mais le Quidditch prend vite le dessus, et ça n'a pas vraiment le temps de dégénérer. C'est aussi dans cette tribune que Harry rencontre Winky, l'elfe de maison de la famille Croupton. L'elfe est seul à côté d'une place vide pour son maître, qui ne se montrera pas pendant tout le match. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça nous servira plus tard. Mais comme le film a décidé de supprimer Winky de l'intrigue et bien d'autres choses sur les Crouptons, on va à l'essentiel. Harry et ses amis ne sont pas dans la tribune, mais savourent le match très bien placé. Alors comment Arthur Weasley a-t-il réussi à obtenir des places aussi chères, que ce soit dans le film ou dans le roman, malgré sa situation financière difficile ? Il a rendu service à un autre personnage important écarté de l'intrigue par l'adaptation, Ludo Verpé. C'est le directeur du département des jeux et sports magiques et le commentateur de la finale. Arthur lui a rendu service dans une affaire concernant un ami, et en remerciement, Verpé lui a offert les places. Bref, un joli pot de vin. Comment s'est passée la finale ? Ah, elle en a frustré plus d'un cette transition, moi le premier. Le 4e film passe complètement sous silence la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. On ne sait même pas vraiment qui a gagné, puisque nos héros célèbrent le talent de Victor Krum, mais en même temps, on entend parler de la fierté des Irlandais. Heureusement, le roman, lui, raconte le match en détail. Et pour Harry, c'est une claque. Il découvre le Quidditch à très haut niveau, bien différent de celui qu'il a connu à Poudlard. La vitesse des poursuiveurs irlandais est impressionnante, tout comme le talent de Victor Krum dans les airs. Rapidement, l'Irlande prend le dessus, en marquant but sur but. La Bulgarie, de son côté, est à la traîne. Les joueurs ne brillent pas par leur fair-play et n'arrivent à marquer qu'un seul but. Pendant ce temps, les Irlandais accumulent 170 points grâce à leurs poursuiveurs. Le match devient de plus en plus chaotique. Les coups se multiplient, les esprits s'échauffent et même les mascottes des deux camps s'affrontent. Et puis, enfin, le vif d'or apparaît. Les deux attrapeurs foncent dessus, s'affrontent dans une lutte acharnée et c'est Krum qui parvient à saisir la petite balle dorée. Pour les plus forts en maths, vous avez compris que malgré cet exploit, c'est l'Irlande qui remporte la Coupe du Monde, puisque la Bulgarie était menée de 160 points et qu'attraper le vif d'or n'en rapporte que 150. Mais Krum savait que son équipe ne parviendrait jamais à rattraper son retard et a préféré finir sur une bonne note. Pourquoi les Mangemorts attaquent le campement ? Après le match, le campement est attaqué par les Mangemorts qui répandent la terreur autour d'eux. Un peu plus tard, Barty Croupton Jr. projette la marque des ténèbres dans le ciel, comme une signature macabre pour clore l'attentat. Ce qui est une trahison totale du roman qui ne montre pas qui a lancé ce sort. Et encore moins que Barty Croupton Jr. est en vie et en liberté. L'intrigue du 4e roman a une énorme partie s'apparentant à un polar. Il se passe beaucoup de choses étranges, mais personne ne comprend ce qu'il se passe, ni qui est derrière tout ça. Et dans le roman, le fils de Barty Croupton est censé avoir été incarcéré à Azkaban et être mort 1 an plus tard. C'est le dernier que l'on s'attend à retrouver derrière tout ça. Alors que dans le film, on nous montre le coupable dès le rêve de Harry et l'attentat des Mangemorts. En termes d'adaptation, c'est vraiment n'importe quoi. Dans le roman, il n'y a que Queudver et Voldemort dans les visions de Harry,
et on ne voit pas qui lance la marque des ténèbres. Mais du coup, pourquoi est-ce que les Mange-Morts ont attaqué le campement ? À ce moment-là, personne ne sait que Voldemort regagne des forces. À son retour, il va d'ailleurs leur reprocher de s'être cachés, de n'avoir jamais rien fait pour le retrouver. Depuis des années, les Mange-Morts se cachent ou prétendent avoir renié leur passé pour éviter Azkaban. Alors pourquoi prendre le risque d'apparaître subitement, lors d'un événement aussi surveillé ? Le roman donne une explication. Arthur Weasley pense que les Mange-Morts n'ont pas résisté à la tentation de se montrer, comme une vieille frustration qui ressort, une manière de rappeler au monde des sorciers qu'ils sont toujours là et qu'ils n'ont jamais été capturés. L'ambiance euphorique de la Coupe du Monde a sans doute encouragé certains à se montrer plus courageux qu'ils ne l'étaient vraiment. Mais en réalité, ils n'avaient pas l'intention de tuer qui que ce soit. Dans le livre, ils se contentent de saccager le campement et d'humilier quelques moldus sans défense. Et si Barty Croughton Jr. lance la marque des ténèbres, ce n'est pas du tout en lien avec leurs actions. Bien au contraire, il le fait parce qu'il est furieux contre ses camarades qui n'ont jamais rien fait pour retrouver et aider Voldemort. Et ça fonctionne, c'est ce geste qui met fin à l'attaque. À peine le symbole apparaît-il dans le ciel que les Mange-Morts s'enfuient aussitôt, pris de panique. L'idée que Voldemort puisse être réellement de retour les terrifie. Ils savent qu'il ne leur pardonnerait pas de l'avoir renié pendant des années. Que fait Barty Croughton Jr. ici ? Dans le film, on apprend bien plus tard qu'il a été arrêté et envoyé à Azkaban il y a longtemps. Or, on nous a dit l'an dernier que Sirius Black était le seul à avoir réussi à s'évader de cette prison. Mais le film n'expliquera rien de ce qu'il s'est passé pour en arriver là. Ce sont ses parents, Barty Croughton Sr. et sa femme, qui l'ont fait sortir en secret d'Azkaban. Ils ne supportaient pas l'idée que leur fils ait rejoint les forces du mal. Sa mère, gravement malade et très attachée à lui, a utilisé du polynectar pour prendre sa place lors d'une visite. Barty Croughton Jr. a aussi bu la potion et a pris l'apparence de sa mère pour sortir sans danger. Les détraqueurs sont aveugles, donc ils n'ont rien remarqué. La mère de Barty est restée à Azkaban, a continué à prendre du polynectar et est morte très rapidement. Elle a été enterrée sous son apparence et tout le monde a cru que Barty Croughton Jr. était mort. En réalité, il avait été ramené au manoir familial, soumis à un sortilège d'Imperium lancé par son père et contraint de rester caché sous une cape d'invisibilité en permanence. La seule à connaître ce secret en dehors des Croughton était Winky, l'elfe de maison de la famille qui s'occupait du fils. Mais malgré ce contrôle permanent, Barty Croughton Jr. restait obsédé par une seule chose, s'échapper pour rejoindre son maître. Et là encore, le film change beaucoup de choses. Dans l'adaptation, Barty est déjà auprès de Voldemort dès le rêve de Harry. Dans le roman, ce n'est pas le cas. Pendant la Coupe du Monde, il est toujours sous l'emprise de son père et surveillé par Winky. C'est même elle qui convainc son maître de l'emmener au stade pour assister à la finale, toujours caché sous une cape. C'est pour ça que Barty Croughton Sr. n'est pas venu assister au match à sa place. Le Mange-Mort s'est retrouvé juste derrière Harry dans la tribune officielle et il est parvenu à briser un instant l'Imperium pour lui voler sa baguette. C'est avec celle-ci qu'il lancera la marque des ténèbres avant d'être neutralisé et retrouvé par son père qui le place à nouveau sous son contrôle. C'est ainsi que Barty Croughton Jr. est passé d'un criminel enfermé puis mort en prison à un sorcier en liberté qui a pu agir lors de la finale de la Coupe du Monde. Le film a préféré tout supprimer de cette intrigue pourtant palpitante. On peut imaginer que Voldemort a simplement envoyé Barty semer le chaos avec les Mange-Morts pour commencer à installer son règne de terreur. Mais on n'a aucune idée de comment Barty Croughton Jr. s'est évadé de prison, ni pourquoi personne ne le sait. Et ça crée une énorme incohérence avec la scène du cimetière quand Voldemort reproche à ses partisans de l'avoir totalement abandonné. Où est Sirius Black pendant tout ce temps ? Pour certaines questions comme celle-ci, on va devoir mettre de côté la chronologie et parler de choses qui se passent dans tout le roman. Dans le train, Hermione suggère à Harry d'écrire à Sirius pour lui parler de son rêve et de la Coupe du Monde. Le parrain de notre héros viendra lui parler plus tard, avant la première tâche, à travers une cheminée, mais on n'entendra plus parler de lui par la suite. On ne sait même pas où il est, ni ce qu'il peut bien faire. Ce n'est pas le cas dans le roman, où Sirius reste un personnage très important dans l'intrigue et un soutien très fort pour Harry. D'abord, Harry fait ce rêve avec Voldemort et Queue de Verre alors qu'il est encore chez les Dursley. Quand il se réveille, sa cicatrice le brûle à nouveau, comme lorsque Voldemort était proche de lui. Plutôt que d'inquiéter Ron et Hermione, il préfère écrire directement à son parrain pour lui demander conseil. Après sa fuite de Poudlard sur le dos de Buck, Sirius a quitté l'Europe pour échapper au ministère. Harry devine qu'il se cache sous les tropiques, à cause des oiseaux exotiques qui lui apportent son courrier. Mais quand il apprend que la cicatrice de Harry le fait souffrir à nouveau, il décide de revenir en Grande-Bretagne. Bien sûr, ça angoisse Harry, il a peur que son parrain se fasse capturer. Mais Sirius a un avantage, il peut se transformer en chien et passer inaperçu. C'est ainsi qu'il trouve refuge dans une grotte près de Préolard, où Harry, Ron et Hermione peuvent lui rendre visite.
Tout au long de l'année, Sirius se montre présent. Il demande à être informé de tout ce qui se passe à Poudlard et il cherche à protéger Harry, à comprendre qui a mis son nom dans la coupe de feu. Après les événements du cimetière, Dumbledore l'autorise même à rejoindre Harry pour l'écouter raconter ce qu'il a vécu et tenter de le réconforter. Le film, lui, n'a gardé qu'une seule scène, celle de la cheminée où Sirius parle à Harry à distance. C'était peut-être un choix nécessaire pour simplifier l'intrigue, mais ça donne l'impression que son parrain disparaît complètement de l'histoire. Et le film suivant n'expliquera pas non plus où était Sirius pendant sa cavale. Existe-t-il d'autres écoles de magie ? Quand Poudlard accueille les élèves de Beauxbatons et de Durmstrang, une question saute aux yeux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des filles dans l'école française et que des garçons auprès d'Igor Karkaroff ? C'est un choix du film, sans doute pour simplifier visuellement les choses et bien séparer chaque école réunie au sein du même château. Un choix qui transparaît aussi au niveau des couleurs et des costumes. Du bleu et du féminin d'un côté, des hommes sombres et ténébreux de l'autre. C'est trop cliché, mais ça marque immédiatement la différence entre les deux écoles. Dans le roman, ce n'est pas du tout comme ça. Beauxbatons compte bien des garçons. D'ailleurs, le tout premier élève de cette école que voient les sorciers de Poudlard à leur arrivée est un garçon. Et chez Durmstrang, il y a aussi des filles, même si elles sont beaucoup moins mentionnées. On peut aussi se demander si ce sont les seules écoles de magie qui existent dans l'univers d'Harry Potter. J.K. Rowling a répondu à cette question après la fin de la saga en présentant d'autres écoles aux quatre coins du monde. Il y a Ilvermorny par exemple, l'école américaine dont on entend parler dans la saga des Animaux Fantastiques. Au Brésil, vous étudierez à Castelo Bruxo, une école qui met en avant la magie zoologie et la botanique. Au Japon, à Maotokoro, le niveau académique est très élevé et l'école forme d'excellents joueurs de Quidditch. À Ouagadougou, en Afrique, les élèves se concentrent sur l'astronomie, l'alchimie et la métamorphose. Si le sujet vous intéresse, il existe plein de vidéos qui détaillent l'histoire de ces écoles. Qui est Madame Maxime ? À l'arrivée des élèves de Beauxbatons, difficile de ne pas remarquer à quel point Madame Maxime, leur directrice, est grande. Un sujet qui n'est pas abordé par la suite, même si la dame se rapproche naturellement de Hagrid. Madame Maxime est une demi-géante, mais elle en a honte et refuse d'en parler. Lors du bal de Noël, quand Hagrid lui laisse entendre qu'il a compris qu'elle est comme lui, elle se vexe aussitôt, parce que dans le monde des sorciers, les demi-géants ont une très mauvaise réputation. Les géants sont considérés comme des créatures violentes et sordides, et toute personne ayant du sang de géant subit de lourdes discriminations. Dans le 4e roman, c'est un sujet central. Rita Skeeter, pour se venger du fait que Hagrid refuse de calomnier Harry pour elle, révèle publiquement que le garde-chasse est un demi-géant. Résultat, il reçoit un flot d'insultes et de menaces. Ouais, apparemment, personne n'avait remarqué jusque-là. Après une longue période de déprime et d'isolement, Hagrid finit par reprendre confiance. Soutenu par ses amis, il accepte ce qu'il est, contrairement à Madame Maxime qui continue à cacher sa vraie nature. Ils finiront quand même par faire la paix, sans pour autant qu'elle admette qu'il avait vu juste à son sujet. Comment Voldemort a mis en place son plan ? Après un mouvement de panique, Maugrey Folleuil fait une entrée fracassante dans la grande salle. Enfin, ce que l'on ne sait pas encore, c'est que cet homme n'est pas Maugrey Folleuil, mais Barty Croupton Jr. que nous avions laissé précédemment sous l'emprise de son père. Après son petit écart lors de la finale de la Coupe du Monde, Barty Croupton Sr. a retrouvé son fils et l'a soumis à nouveau à l'Imperium. Tout a changé le jour où la fameuse Bertha Jorkins, employée au ministère, s'est rendue chez les Croupton pour le travail. En fouinant un peu, elle surprend Winky, l'elfe de maison, en train de parler avec quelqu'un de caché. Très vite, elle comprend qu'il s'agit de Barty Croupton Jr., censé être mort à Azkaban. Elle en parle immédiatement à son père qui lui tombe dessus et lui fait subir de violents sortilèges pour modifier sa mémoire. La pauvre Bertha Jorkins n'en sort pas indemne et c'est peut-être ce qui explique pourquoi, plus tard, en vacances en Albanie, elle se montre très imprudente. Là-bas, elle croise Peter Pettigrew qui est censé être mort, tué par Sirius Black. Cutver parvient à la convaincre de le suivre et il la livre à Voldemort, sans savoir à quel point elle lui serait utile. Et là, tout s'accélère. En torturant sa mémoire, Voldemort apprend deux choses capitales. Le tournoi des Trois Sorciers va faire son grand retour cette année à Poudlard et elle lui livre tout ce qu'il a besoin de savoir sur le sujet, puisqu'elle travaillait dans le bon département au ministère. Il apprend aussi le secret des Croupton. Barty, le fils de la famille, l'un de ses plus fidèles alliés, est toujours vivant. Il est chez son père sous l'emprise de celui-ci. C'est jour de fête pour Voldemort qui tue Bertha Jorkins après avoir extirpé tout ce qu'il pouvait. Avec l'aide de Cutver, Voldemort réussit à libérer son serviteur et à placer Barty Croupton Senior sous l'Imperium, le forçant à continuer à travailler au ministère comme si de rien n'était. Et oui, à ce moment de l'intrigue, Barty Croupton Senior est déjà manipulé par Voldemort. Cutver et Barty Croupton Jr. s'occupent d'enlever le véritable Maugrey Folleuil, pris par surprise.
Grâce à ses cheveux, il fabrique du polynectar et Barty prend son apparence et sa place à Poudlard. Et c'est ainsi que l'on en revient au film et à cette entrée en scène du faux Maugré. Qu'est-ce que les élèves apprennent cette année ? Une fois n'est pas coutume, le film n'a pas le temps de s'attarder sur la vie scolaire de nos héros. Pourtant, c'est l'une des bases de chaque histoire, et sûrement l'un des secrets du succès d'Harry Potter. Harry, Ron et Hermione sont des élèves de l'école Poudlard avant tout, et chaque année, ils progressent dans différents domaines. Dans ce 4e film, on n'a droit qu'à un seul vrai cours, celui de défense contre les forces du mal, comme toujours pour présenter le nouveau professeur. Mais dans le roman, on découvre beaucoup plus de choses sur ce qu'attend un élève de 4e année. Les cours de soins aux créatures magiques de Hagrid, par exemple, sont très nombreux. Les élèves passent une bonne partie de l'année à s'occuper des scrouts à pétards, d'étranges créatures inventées par Hagrid, aussi dangereuses qu'imprévisibles. Mais ils approchent aussi des licornes et travaillent avec des nifleurs. En sortilège, nos héros apprennent l'un d'entre eux dont on va parler dans quelques instants. Ils étudient aussi le sortilège d'expulsion, qui permet de repousser un objet ou une créature vivante loin de soi. En botanique, ils manipulent des bulbes, de grosses plantes noires ressemblant à des limaces, dont le pu soigne l'acné la plus coriace. Ils étudient aussi les bulbes sauteurs au cours de cette année. Quant aux potions, ce n'est pas une matière beaucoup mise en avant dans cette histoire. Rogue n'y joue pas un très grand rôle d'ailleurs. On sait que Harry et ses amis étudient pas mal les antidotes et fabriquent aussi la potion d'aiguise-méninge qui permet de mieux réfléchir. Enfin, les cours du professeur Maugré vont beaucoup se concentrer sur les sortilèges impardonnables. Il lance le sortilège de l'Imperium sur ses élèves pour leur apprendre à y résister. Et c'est Harry le premier qui parvient à s'en libérer. Une compétence qui, on le sait, lui sera précieuse plus tard. Comment ont vécu les élèves étrangers cette année ? On manque d'informations sur l'arrivée des élèves de Beauxbatons et de Durmstrang dans le film. Le roman, lui, prend le temps de répondre à toutes ces petites questions humaines qu'on peut se poser. Où mangent et dorment les élèves étrangers, par exemple ? Pour les repas, rien de compliqué. Tout le monde est installé dans la grande salle. Les Durmstrang, par exemple, passent pas mal de temps avec les Serpentards. Quant aux nuits, les deux délégations ne partagent pas les salles communes des maisons. Les élèves de Beauxbatons logent dans leur immense carrosse et ceux de Durmstrang retournent à bord de leur navire. En revanche, on ne sait pas si les élèves étrangers ont suivi des cours à Poudlard. Peut-être pas, puisqu'ils étaient déjà majeurs et que leur présence relevait d'un cas spécial. Dommage, car ça aurait été intéressant de les voir interagir davantage avec les autres au-delà du tournoi. Mais si c'était le cas, de toute façon, ça n'aurait pas été dans les classes de Harry, Ron et Hermione, qui ne sont encore qu'en 4e année. Qui d'autre a mis son nom dans la coupe de feu ? La coupe de feu est enfin dévoilée. Quiconque souhaite participer au tournoi doit écrire son nom sur un bout de parchemin et le déposer dans la coupe. Mais attention, seuls les élèves majeurs sont acceptés, ce qui réduit énormément le nombre de candidats possibles. Dans le film, on se concentre surtout sur la tentative ratée des jumeaux Weasley et sur 2 futurs champions, Cédric Diggory et Viktor Krum. Mais dans le roman, on a un tout petit peu plus de détails. On sait que tous les Durmstrang et tous les Beauxbatons ont mis leur nom dans la coupe. En même temps, c'est normal, il s'agit d'une délégation venue exprès pour ça. Du côté de Poudlard, les candidats sont bien moins nombreux. On apprend juste qu'un Serpentard, Warrington, a tenté sa chance. Et chez Gryffondor, c'est Angelina Johnson qui s'est portée volontaire. D'ailleurs, Harry et ses amis espéraient vraiment que ce soit elle qui soit sélectionnée pour représenter leur maison. C'est les 2 seuls autres exemples que l'on a. Qui sont les autres champions ? Si Viktor Krum est un peu mieux introduit grâce à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, le film ne s'attarde pas du tout sur les 2 autres champions, Cédric Diggory et Fleur de la Cour. Harry rencontre Cédric au début, mais à part savoir que c'est le fils d'Amos, on n'apprend rien sur le jeune homme. Cédric a 17 ans au moment de la Coupe de Feu. Il devient majeur peu avant la sélection des champions. Il a grandi avec ses parents, près du terrier, ce qui explique pourquoi les Diggory et les Weasley prennent le même porte-loin pour aller voir la finale. Populaire à Poudlard, il devient préfet en 5e année, puis capitaine de l'équipe de Quidditch. Travailleur, loyal et sincère, il réunit toutes les qualités pour représenter Poudlard. Dans les romans, on l'avait déjà croisé dans Le Prisonnier d'Azkaban. C'est lui, l'attrapeur de l'équipe de Poufsouffle, qui bat Harry au Quidditch. Ce jour-là, notre héros est attaqué par les détraqueurs et Cédric attrape le vif d'or sans se rendre compte de ce qu'il se passe. Fair play, il insiste pour rejouer le match, mais Olivier Dubois reconnaît que Poufsouffle a gagné à la loyale. Fleur de la Cour, la championne de Beauxbatons, a grandi en France auprès de ses 2 parents. Elle a un quart de Vélane dans les veines puisque sa mère en était une. Les Vélanes sont des créatures à l'apparence humaine, capables de séduire et d'ensorceler les hommes par leur beauté surnaturelle. Fleur est présentée d'abord comme une jeune femme désagréable, qui passe son temps à critiquer Poudlard ou qui rabaisse Harry en raison de son âge. Mais elle s'adoucit grandement après l'épreuve du lac, reconnaissante pour ce qu'il a fait pour sa petite sœur. Fleur a du caractère, mais c'est quelqu'un de bien.
Elle est loin d'être une sorcière faible. Elle a été épatante face à son dragon et a été éliminée indignement dans le labyrinthe. Enfin, quelques mots sur Krum quand même, qui est très différent dans le roman. On est loin du playboy de l'adaptation, le Krum du livre ne se distingue pas par son physique. Il est populaire pour son talent au Quidditch avant tout. Il a un comportement très solitaire, renfrogné. À chaque fois qu'on le voit, il est dans son coin tout seul, silencieux. Il ne s'ouvre qu'à Hermione pour qui il a de véritables sentiments. C'est aussi quelqu'un de plutôt sincère et de respectueux envers Harry, qu'il considère comme un adversaire comme les autres. Lorsqu'il apprend que Harry et Hermione n'ont jamais été autre chose que des amis, il lui révèle qu'il est impressionné par son talent sur un balai, ce qui fait extrêmement plaisir à notre héros. Comment Barty Croughton Jr. a réussi à inscrire Harry? Bien qu'il n'ait jamais mis son nom dans la coupe, l'objet légendaire crache un troisième parchemin, celui de Harry Potter. Et c'est la grande question qui va planer sur toute l'intrigue. Qui a piégé la coupe de feu? Qui a voulu jeter Harry dans un danger mortel? Dans le film comme dans le roman, on découvre qu'il s'agit de Barty Croughton Jr. Mais là encore, l'adaptation ne nous dit pas comment il a fait. On le sait dans le livre et c'est Barty Croughton Jr. lui-même qui le révèle, juste après son méfait. En faisant semblant d'enquêter et de penser à toute éventualité, il a le culot de dire comment il a obtenu ce résultat. Il a ensorcelé la coupe de feu pour qu'elle soit confuse et pour lui faire croire que 4 écoles sont en concurrence dans ce tournoi. Et comme Harry a été le seul à être inscrit sous une 4e école fictive, c'est lui que la coupe de feu a recraché en dernier. Personne ne soutient Harry? Après cette nouvelle tonitruante, on retrouve immédiatement Harry dans son dortoir, alors qu'il s'apprête à découvrir que Ron est énervé contre lui. C'est le calme plat. Pourtant, plus tôt dans l'histoire, toute l'école était enthousiaste à l'idée de voir les jumeaux Weasley tricher. Réussir un tel exploit semblait être incroyable. Et la sélection de Harry ne provoque rien? En réalité, dans le livre, les Gryffondor accueillent Harry comme un héros et font la fête jusqu'à pas d'heure. C'est d'ailleurs ce qui aggrave les choses entre lui et Ron, puisque ce dernier voit encore une fois toute l'attention se porter sur son ami. Harry a bien du mal à s'extirper de la fête pour retrouver Ron, c'est une catastrophe. Les Gryffondor soutiennent Harry avec ardeur, contrairement aux 3 autres maisons qui sont furieuses contre lui et qui vont tout faire pour le descendre, notamment avec les badges. Et tout Poudlard se calme très vite après la première tâche, impressionné par le tournoi et par Harry. Il n'y aura plus que les Serpentards pour continuer à le dénigrer toute l'année, malgré ses performances impressionnantes. Il n'y a plus de sortie après Hollard? L'année dernière, l'un des enjeux du film pour Harry était de pouvoir visiter Pré-Hollard avec ses amis. C'est un élément important, notamment pour l'intrigue. Se rendre dans un village de sorciers permet de croiser des adultes, des personnages en dehors de Poudlard, d'entendre des discussions, de découvrir des secrets. Pourtant, dans le 4e film, contrairement au suivant, aucune visite à Pré-Hollard. Le sujet n'est même pas abordé. D'ailleurs, le film précédent n'avait pas expliqué que Sirius avait signé l'autorisation de Harry, ce qui lui permettait désormais d'y aller. Dans le roman, nos héros se rendent plusieurs fois à Pré-Hollard. C'est là, par exemple, que Hagrid demande à Harry de venir le voir pour lui montrer les dragons. Il n'y a pas toute l'histoire des mots codés avec Ron, même si les deux sont fâchés à ce moment-là. C'est aussi à Pré-Hollard que Hermione confronte Rita Skeeter, ce qui entraîne plusieurs articles très négatifs sur elle dans la presse. Enfin, c'est non loin du village que Harry et ses amis retrouvent Sirius en chair et en os. Je comprends qu'on ait coupé ces passages puisque la plupart n'auraient pas servi dans l'adaptation telle qu'elle a été conçue. Mais c'est dommage, cela affaiblit un peu la continuité de la saga et les liens entre chaque film. Pourquoi Harry prévient Cédric? Après avoir découvert ce qu'il attend pour la première tâche, Harry s'empresse d'en parler à Cédric. On sait que notre héros a un grand cœur, mais dans le roman, il y a une raison plus précise qui le pousse à agir ainsi. Harry veut que la compétition soit équitable. Il refuse d'ailleurs de l'aide extérieure à de très nombreuses reprises. Il sait que Madame Maxime a vu les dragons, puisque Hagrid l'y a emmené, et il est persuadé qu'elle va prévenir Fleur de la Cour. Mais en revenant sur ses pas, après avoir laissé Hagrid avec elle, il tombe sur Karkaroff, qui les espionnait. Harry comprend alors que le directeur de Durmstrang est lui aussi au courant, et qu'il ne manquera pas d'en parler à Krum. Il n'y a que Cédric qui ignore tout des dragons, et c'est surtout pour rétablir cet équilibre que Harry décide de le prévenir. Comment Harry a-t-il appris le sortilège Accio? Lors de la première tâche, Harry utilise sa baguette pour faire venir jusqu'à lui son éclair de feu. Pour cela, il lance Accio, un sortilège dont on n'a jamais entendu parler jusque-là dans les films. Dans le roman, c'est beaucoup plus intéressant. Le sortilège d'attraction est justement au programme des élèves de 4e année. Harry s'y exerce pendant longtemps sans grand succès lors des cours du professeur Flitwick. Quand le Fauxmaugret l'aide à réfléchir à une stratégie, Harry comprend que son talent pour le vol sur balai pourrait faire la différence.
Maugrey lui suggère alors de trouver un moyen d'obtenir ce dont il a besoin. C'est là que Harry a son éclair de génie. Il demande aussitôt à Hermione de l'aider coûte que coûte à maîtriser le sortilège Accio. Et j'adore ce genre de détails. Le sortilège d'attraction est mentionné plusieurs fois avant que Harry n'en ait vraiment besoin. C'est dommage que le film ne montre jamais Harry s'entraîner pour le tournoi. Dans le roman, c'est tout le contraire. Il s'exerce énormément pour s'en sortir. Certes, il trouve la solution pour le lac à la dernière minute, mais il s'entraîne intensément pour la première et la dernière tâche. Comment Cédric, Fleur et Krum ont-ils vaincu leur dragon ? Une grosse déception pour les lecteurs a sans doute été de ne pas assister à la première tâche de Cédric, Krum et Fleur. Cédric d'abord choisit la métamorphose et la diversion. Il transforme une pierre en chien en espérant que le dragon s'y intéresse plutôt qu'à lui. Le stratagème fonctionne, mais pas complètement. L'animal finit par reporter son attention sur Cédric, qui malgré tout parvient à saisir l'œuf, mais se fait brûler, ce qui lui vaut quelques points en moins. De son côté, Fleur opte elle aussi pour une approche pacifiste. Elle lance un sortilège d'endormissement sur son dragon avec succès. Mais en ronflant, la créature projette des flammes qui enflamment la robe de la championne. Plus de peur que le mal, Fleur éteint rapidement le feu avec sa baguette avant de prendre l'œuf. Une belle performance, mais toujours pas parfaite. Krum, lui, préfère la force brute. Il attaque le point faible des dragons, leurs yeux. Un sortilège de conjonctivite suffit à neutraliser l'animal, mais sous la douleur, le dragon s'agite tellement qu'il écrase plusieurs de ses vrais œufs. Pour que le dragon garde bien l'œuf d'or à chaque fois, ce dernier était caché parmi des œufs de dragon, et chaque dragon était une femelle prête à tout pour protéger ses œufs, ce qui rendait la tâche bien plus difficile. Mais parmi les consignes, il fallait que les œufs restent intacts. Ce geste violent coûte cher à Krum, qui perd des points. D'ailleurs, on ne le sait pas dans le film que les juges du tournoi accordent vraiment des points à chaque champion. C'est ce qui permet d'établir le classement. Dans le film, on entend juste parler de première, de seconde place, ce qui va créer une incohérence d'ailleurs, on en reparle plus tard. Parmi les juges, il y a Dumbledore, Madame Maxime, Igor Karkaroff, Ludo Verpé et Barty Croupton Senior. Après ces deux premières tâches, Harry et Krum sont à égalité avec 40 points. Seconde place pour Fleur avec 39 points, et enfin Cédric, qui a été le plus blessé, s'en sort avec 38 points. Que devient Rita Skeeter après la première tâche ? Personnage marquant de cette quatrième aventure, Rita Skeeter devient une figurante après la première tâche. Par la suite, on ne la connaît plus qu'à travers ses articles et ses livres, et ce jusqu'à la fin de la saga. Du coup, je vais me permettre d'aborder l'ensemble de son intrigue dans cette partie. Dans le roman, Dumbledore lui interdit de revenir à Poudlard après la première tâche. Pourtant, elle réussit à apparaître plusieurs fois, toujours en quête d'un scoop à déformer. Elle s'attaque d'abord à Hagrid, en révélant qu'il est un demi-géant. Puis elle s'en prend à Hermione, la présentant comme une manipulatrice qui ferait souffrir à la fois Harry et Victor Krum. Cette scène existe aussi dans le film, mais elle est placée beaucoup plus tôt que dans le livre. Quand Rita s'en prend à elle, Hermione devient obsédée par l'idée de la coincer. Mais la journaliste continue à publier des informations confidentielles alors que personne ne l'a vue à Poudlard. Elle révèle que Victor Krum a invité Hermione à venir dans son pays, ou que Harry s'est évanoui en cours de divination. Des événements dont elle ne pouvait pas être témoin. La vérité éclate à la fin de l'histoire. Rita Skeeter est une animagus non déclarée, ce qui est illégal. Le ministère de la magie doit être tenu informé lorsqu'un sorcier est capable de se transformer en animal. Celui-ci doit dire en quel animal il peut se changer et communiquer des informations pour pouvoir l'identifier. Mais Rita Skeeter ne l'a pas fait, pour pouvoir abuser de son pouvoir. Elle peut se transformer en scarabée et c'est ainsi qu'elle espionnait tout le monde pour obtenir ses scoops à Poudlard. Hermione finit par la capturer sous sa forme animale et lui fait jurer de les laisser tranquilles, sous peine d'être dénoncée au ministère. Rita apprend sa leçon, mais pas pour longtemps. Elle reviendra plus tard, notamment en s'attaquant violemment à Dumbledore dans l'un de ses livres, que l'on découvre dans les Reliques de la Mort. Et bien des années après la fin de la saga, Rita Skeeter reste fidèle à elle-même. Une journaliste prête à colporter tout et n'importe quoi, mais toujours avec un public pour la croire, hélas. Personne ne veut aller au bal avec Harry ? L'heure du bal approche et Harry comme Ron ont bien du mal à trouver des cavalières. Pourtant, Harry est un jeune homme gentil, courageux, célèbre, et en plus, c'est l'un des champions du tournoi des 3 sorciers. Alors pourquoi personne ne semble vouloir s'intéresser à lui, hormis les Patil ? Dans le roman, J.K. Rowling est un peu plus réaliste, et il y a aussitôt plus d'une fille qui l'invite au bal. La première fois, Harry est tellement surpris qu'il répond non aussitôt, sans même réfléchir. Cela arrive à plusieurs reprises, mais notre héros comprend que les filles qu'il aborde ne le font pas pour les bonnes raisons. Il se refuse d'y aller avec quelqu'un qui s'intéresse à son statut et pas à qui il est réellement. Il faut dire aussi que Harry a déjà quelqu'un en tête, Cho Chang évidemment. Et comme dans le film, il attend beaucoup trop longtemps avant de se lancer.
Comment Neville a-t-il trouvé la branchiflore? Juste avant la seconde tâche, Harry trouve le moyen de respirer sous l'eau pendant 1 heure grâce à Neville. C'est lui qui lui parle de la branchiflore et qui lui fournit la plante. Dans le film, on apprend ensuite que l'ingrédient est très rare et Rogue soupçonne Harry de l'avoir volé dans sa réserve personnelle. Ce qui implique donc que Neville aurait eu le courage de braver son professeur de potions, alors qu'à ce stade, il en est encore totalement terrifié. Dans le roman, ce n'est pas du tout le cas, c'est Dobby qui s'en charge. Pendant l'année, Harry a retrouvé son ami dans les cuisines de Poudlard. Il a découvert que Dobby travaillait désormais au château, qu'il a été embauché par Dumbledore. Dobby vient lui rendre visite à plusieurs reprises dans l'histoire, et c'est lui que le faux Maugré a utilisé pour filer l'astuce de la branchiflore à Harry. Barty Croupton Jr. a convoqué Dobby pour une tâche, et en présence de l'elfe, il fait exprès de parler de la branchiflore au professeur McGonagall. Son plan fonctionne, Dobby entend leur conversation et file tout raconter à Harry. C'est lui qui vole la plante dans l'armoire de Rogue et qui l'apporte à son ami. Dans le roman, le faux Maugré confie bien le livre où l'on parle de la branchiflore à Neville, mais ça ne fonctionne pas. Harry ne lui demande pas son aide, et Barty doit monter son plan avec Dobby en urgence pour que Harry puisse réussir la seconde tâche. Pourquoi Harry insiste-t-il pour sauver Gabriel? Après être arrivé le premier auprès des otages, Harry insiste pour ramener tout le monde à la surface. Heureusement pour lui, Cédric puis Krum arrivent très vite et prennent en charge Cho et Hermione. Mais Fleur n'est toujours pas là et Harry décide de sauver aussi sa petite sœur, Gabrielle Delacour. Mais est-ce qu'elle risquait vraiment de mourir? Bien sûr que non. Ce n'est pas dit dans le film, mais dans le roman, c'est un point essentiel. L'énigme de l'œuf répète qu'au bout d'1 heure, ce qui leur a été arraché sera perdu pour toujours. Harry prend la phrase au pied de la lettre et croit sincèrement que leurs proches mourront s'ils ne les ramènent pas. C'est pour ça qu'il insiste autant pour sauver Gabrielle. Dès qu'il remonte à la surface, Ron hallucine devant sa naïveté et Harry s'en veut d'avoir cru ça. Mais paradoxalement, son grand cœur lui permet de marquer plus de points que prévu. En réalité, tout avait été prévu pour que les otages remontent sans danger, quoi qu'il arrive. Les êtres de l'eau étaient là pour cadrer l'épreuve et sûrement pour agir en cas de besoin. Comment Dumbledore sait-il ce qu'il s'est passé sous l'eau? Ce qui nous amène à nous demander comment Dumbledore et les juges ont-ils pu établir leurs notes pour cette seconde tâche sans avoir vu quoi que ce soit. En réalité, la seconde tâche a été organisée en grande collaboration avec les êtres de l'eau. Dans le film, leur rôle se limite à empêcher Harry de libérer plusieurs otages et à s'enfuir à la vue de Krum. Mais dans le roman, ils sont beaucoup plus présents. Ils assistent en nombre à l'arrivée des champions, refusent de les aider et empêchent même Harry de délivrer Hermione. Ensuite, ils l'accompagnent tout au long de sa difficile remontée. Harry n'est pas attaqué par des strangulos et il doit sa réussite uniquement à la force de ses jambes. Les êtres de l'eau remontent avec lui jusqu'au bord du lac et une fois dehors, leur chef fait un compte-rendu détaillé à Dumbledore. C'est ainsi que les juges découvrent tout ce qu'il s'est passé sous l'eau. Qui a tué Barty Croupton Senior? Je sais, ce n'est pas le mystère le plus difficile à résoudre, surtout avec l'adaptation qui ajoute cette scène étrange entre Barty Croupton et son fils. Dans le roman, Barty Croupton Senior n'assiste même pas à la seconde tâche. Après la première épreuve, Voldemort a décidé qu'il était trop dangereux de laisser Barty Croupton aller et venir. Il est toujours sous l'emprise de l'Imperium et Voldemort l'oblige à rester chez lui et à envoyer ses instructions par hibou. C'est Percy Weasley qui prend sa place de juge pour la seconde tâche ou qui le représente au bal de Noël. Percy gagne une énorme importance sans savoir qu'il la doit à Voldemort. Il persiste à dire que Barty Croupton n'apparaît plus en public parce qu'il est très fatigué, rien de plus. Il lui fait une confiance aveugle et se contente de suivre ses ordres. Le film prend un énorme risque en montrant Maugré, aussi contrarié par Croupton, avoir le même tic que son fils au point de lui faire peur. Pour révéler quelques secondes plus tard que quelqu'un s'est occupé de son cas. En termes d'adaptation, c'est une autre catastrophe. La vérité saute aux yeux, alors que dans le livre, c'est impossible de deviner quoi que ce soit avant la révélation finale. Mais du coup, effectivement, c'est bien le faux Maugré, Barty Croupton Jr. qui a tué son père, pas juste après la seconde tâche. Mais on en parle dans la partie suivante. Pourquoi Harry vient-il voir Dumbledore ? Après la découverte du corps de Barty Croupton, le film enchaîne directement avec une scène où Harry se rend dans le bureau de Dumbledore. Mais pourquoi ? Il ne vient pas lui annoncer la nouvelle. Dumbledore, Fudge et Maugré sont déjà au courant. Et plus tard, quand Dumbledore retrouve enfin Harry, il ne parle que de ce que le garçon a vu dans la pancine. À la limite, il lui parle de son rêve au début, mais ça fait tard quand même. Dans le roman, Harry ne trouve pas le corps de Croupton dans la forêt.
Tout commence quand Harry discute avec Krum à propos de Hermione avant la troisième tâche. C'est alors que Barty Croughton Senior surgit, faible, sale, désorienté, tenant des propos confus. En réalité, il résiste à l'Imperium de Voldemort et a réussi à s'échapper. Il cherche à tout prix à prévenir Dumbledore, mais est complètement délirant. Harry demande à Krum de rester avec lui et part chercher le directeur. Mais à leur retour, il est trop tard. Krum a été stupéfixé et Croughton a disparu. On apprendra seulement à la fin ce qu'il s'est passé. Le faux Maugré, averti par Voldemort que son père s'est échappé, a utilisé la carte du maraudeur empruntée à Harry pour l'intercepter. Pendant que Harry courait chercher de l'aide, il a stupéfixé Krum et a emporté son père. Il l'a ensuite tué, a transformé son corps en simple os et l'a enterré près de la cabane de Hagrid. Ce n'est que bien plus tard que Harry va dans le bureau de Dumbledore. Après une vision de Voldemort et Queue de Verre en cours de divination qui parle de cet incident, il décide de tout raconter au directeur. C'est à ce moment-là qu'il surprend sa discussion avec Fudge et découvre la pancine en l'absence de Dumbledore. Il y explore plusieurs souvenirs et contrairement au film, Karkaroff n'y dénonce pas Barty Croughton Jr. Harry assiste en revanche à sa condamnation par son père qui semble sans pitié avec son fils qui est si jeune. Cela conforte bien l'idée que Barty Croughton Jr. a été expédié à Azkaban et qu'il est mort là-bas. Mais l'objectif principal de cette plongée est bien différent du film. Le but, c'est surtout de révéler à Harry que Rogue a été un mange-mort par le passé, mais qu'il a obtenu la confiance de Dumbledore pour une quelconque raison. Pourquoi Harry et Cédric entrent-ils ensemble dans le labyrinthe ? C'est l'heure de la troisième tâche et d'une grosse incohérence. Avant d'entrer dans le labyrinthe, Dumbledore annonce que Harry et Cédric entreront en même temps dans la compétition. Mais comme l'adaptation n'a jamais expliqué le système de points, c'est une autre décision qui sort de nulle part. On ne connaît pas le classement après la première tâche, et le film dit bien que Cédric a gagné la seconde, que Harry est en seconde position. Alors pourquoi est-il à égalité avec Cédric ? Dans le roman, tout est beaucoup plus clair. Après la première tâche, Harry et Krum sont en tête, suivis de Fleur, puis de Cédric en dernière position. Mais l'épreuve du lac redistribue totalement les cartes. Cédric fait une belle remontée et termine ex-aequo avec Harry, récompensé pour son sens moral. Krum prend la troisième place et Fleur finit dernière. Voilà pourquoi, logiquement, ce sont bien les deux champions de Poudlard qui entrent ensemble dans le labyrinthe. En quoi consiste vraiment cette troisième tâche ? Après avoir affronté l'une des créatures les plus féroces du monde magique et plongé dans le lac noir, nos champions découvrent la troisième tâche. Un labyrinthe avec des arbres qui bougent, des ronces et du vent. Franchement, comme épreuve finale d'un tournoi légendaire, c'est bien maigre. Dumbledore leur explique qu'ils doivent faire attention, que c'est eux qu'ils peuvent perdre en route, mais ça n'arrive pas. Lorsque Krum attaque les autres champions, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a été ensorcelé par Barty Croughton Jr. pour laisser le champ libre à Harry. Il n'y a rien de bien impressionnant dans ce labyrinthe, c'est une totale déception. Parce que dans le roman, c'est tout l'inverse. Le labyrinthe est un véritable piège, rempli d'obstacles et de créatures magiques à combattre. En plus de se perdre dans les couloirs mouvants, les champions affrontent des épouvantards, des scroutapétards, et même une acromantule qui attaque Harry et Cédric. Harry doit aussi survivre à une magie étrange qui le retourne la tête en bas et résoudre l'énigme d'un sphinx, sous peine d'y laisser la vie. C'est un passage du livre incroyablement intense et riche, à des années-lumière du film et digne de la fin d'un tournoi aussi important. Où était Voldemort pendant tout ce temps ? Son plan a fonctionné. Lord Voldemort est de retour en chair et en os. Mais que lui est-il arrivé depuis sa défaite pour s'emparer de la pierre philosophale ? Dans un monologue, grand classique d'un méchant de fiction, Voldemort raconte tout ce qu'il a traversé pour en arriver jusque-là, depuis cette nuit où il a pris l'amour maternel de Lily en pleine face. Après cette terrible défaite, Voldemort n'était plus qu'une ombre, moins qu'un fantôme. Mais grâce à ses Horcruxes, il est resté accroché à la vie. Plus de corps, plus de baguettes, aucune force, seulement l'instinct de survie. Il s'est caché dans une forêt reculée, prenant parfois possession d'animaux qui mouraient vite sous le poids de sa magie. Il attendait qu'un mange-mort dévoué vienne à sa rescousse, mais ça ne s'est pas produit. Jusqu'au jour où Quirinus Quirrell est tombé sur lui. Voldemort l'a convaincu de l'aider à retrouver ses pouvoirs, ce qui nous ramène à la première aventure de Harry et à la pierre philosophale. Après cet échec, Voldemort est retourné dans sa forêt, aussi faible qu'avant. Il avoue que c'est la période la plus sombre de sa vie. Il avait compris qu'aucun de ses fidèles ne reviendrait. Et pourtant, à sa grande surprise, Queue de Verre est retourné auprès de lui par crainte. Grâce à ses affinités avec les rats, Petit Gros a fini par le retrouver au fin fond d'une forêt d'Albanie. Avec son aide, Voldemort a retrouvé un corps rudimentaire et un peu de force. Pour survivre, il a bu une potion à base de sang de licorne et de venin de Nagini.
ce qui lui a donné assez de force pour pouvoir voyager. Voldemort a mis ensuite en place son plan pour obtenir les 3 ingrédients nécessaires à la potion qui le ramènerait définitivement parmi les vivants. Pourquoi Voldemort ne parvient-il pas à tuer Harry ? Une nouvelle question à laquelle le film n'apporte aucune vraie réponse. Pourtant, c'est un élément crucial dans la saga. Dumbledore se contente de prononcer le nom du phénomène, le Priori Incantatum, et d'évoquer l'apparition des parents de Harry sans plus d'explications. Dans le premier film, Ollivanders apprend à Harry que sa baguette est jumelle de celle de Voldemort. Toutes deux contiennent une plume du même phénix, Fumsec, l'oiseau de Dumbledore. Or, deux baguettes jumelles ne peuvent pas s'affronter normalement. Quand leur propriétaire les force à se combattre, le Priori Incantatum se déclenche et relie les deux baguettes. Alors, l'une d'elles force l'autre à régurgiter les sorts qu'elle a jetés. C'est exactement ce qui se produit avec la baguette de Voldemort. Dans le roman, elle commence par montrer une réplique de la main en argent qu'il a offerte à Queue de Verre. Puis viennent les derniers Avada Kedavra qu'elle a lancés. Cédric Diggory, le vieux jardinier moldu, Bertha Jorkins, et enfin, Lily et James Potter apparaissent tour à tour sous forme d'écho. Ce phénomène n'a lieu qu'à ce moment de l'histoire. Mais les films ont choisi de faire relier les baguettes à de multiples reprises dès que deux sorciers s'affrontent. Certes, il n'y a pas les fantômes, mais la connexion entre les baguettes ressemble beaucoup trop au Priori Incantatum pour qu'on fasse la distinction. Les duels de sorciers sont bien plus créatifs dans les livres. Mais voilà pourquoi, dans le cimetière, Harry parvient à nouveau à échapper à son ennemi. Comment Dumbledore a-t-il démasqué Maugrey ? Après son retour, Harry est sous le choc. Il hurle que Voldemort est revenu. Maugrey Folleuil l'entraîne aussitôt à l'écart, loin de la foule, et on découvre très vite que c'est lui qui a mis le nom de Harry dans la coupe de feu. C'est lui qui a tout organisé pour l'envoyer droit dans les bras de Voldemort. Au moment où il s'apprête à achever Harry, Dumbledore surgit et le neutralise. Mais comment s'est-il enfin rendu compte que son vieil ami était un imposteur, après toute une année où Barty Croughton Jr. a réussi à le berner? Le faux Maugrey avait préparé son rôle dans les moindres détails. Il utilisait l'Imperium sur le véritable Folleuil pour lui arracher toutes ses habitudes, ses souvenirs, ses manières de parler. C'est ce qui lui a permis d'être aussi convaincant. Mais à la fin, il a commis une erreur fatale. Il a éloigné Harry de Dumbledore. Alors que tout le monde sait que c'est auprès de Dumbledore que Harry court le moins de risques. C'est cette erreur qui a fait comprendre à Albus qu'il était un imposteur. Jamais Maugrey n'aurait emporté Harry loin de lui à un moment aussi crucial. Que sont-ils devenus ? Comme souvent dans la saga, la Coupe de Feu introduit de nouveaux personnages qu'on ne reverra plus beaucoup par la suite. À commencer par l'imposteur, Barty Croughton Jr. Contrairement au film, il n'est pas renvoyé à Azkaban. À la fin du 4e roman, Cornelius Fudge vient l'interroger, protégé par un détraqueur, mais la créature se jette sur le mange-mort. Elle lui administre un baiser et aspire son âme. Barty Croughton Jr. ne meurt pas, mais il est définitivement neutralisé, n'est plus qu'une coquille vide. Le ministre s'en défend, mais on peut y voir là une façon pour lui de se débarrasser d'un témoin particulièrement gênant. Lui qui s'apprête à tout faire pour nier le retour de Lord Voldemort, mettre hors jeu celui qui l'a aidé à revenir à la vie, ça tombe quand même vachement bien. C'est dommage que ça ne soit pas resté dans le résultat final. La continuité d'une saga se joue dans les détails. C'est tout bête, mais puisque dans l'adaptation, Barty Croughton Jr. est renvoyé à Azkaban, pourquoi ne fait-il pas partie des évadés l'année suivante, alors qu'il a été le mange-mort qui a permis à Voldemort de revenir à la vie? C'est ce genre de détails qui donneront toujours au livre une force de plus que les films. Autre figure marquante, Igor Karkaroff, le directeur de Durmstrang. Ancien mange-mort, il a trahi ses camarades pour obtenir la liberté. Il est donc particulièrement inquiet à l'idée que Lord Voldemort puisse revenir et lui demander des comptes. À la fin du 4e roman, Karkaroff abandonne ses élèves et s'enfuit du château le soir du retour du Mage Noir. Il parvient à survivre toute une année, mais on apprend dans le 6e roman qu'il a finalement été tué. On revoit Fleur par la suite, puisqu'elle devient la petite amie, puis la femme de Bill Weasley, le frère de Ron. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de Krum qui a été coupé au montage final de l'avant-dernier film. Le champion de Durmstrang entretient une correspondance avec Hermione après le tournoi. Leur relation n'ira pas plus loin, mais il revient au mariage de Bill et Fleur. C'est lui qui fait remarquer à Harry le symbole des reliques de la mort au cou de Xenophilius Lovegood. On sait que Krum a poursuivi sa carrière au Quidditch, mais qu'il a connu une nouvelle défaite en finale en 2002. Particulièrement atteint, il annonce prendre sa retraite, mais revient une dernière fois tenter sa chance en 2014. Et cette fois, il offre enfin la victoire à son équipe. Viktor Krum a aussi trouvé l'amour dans son pays. Quant à Madame Maxime, on la revoit brièvement au mariage, mais dans les romans, son rôle est plus important.
Dans l'aventure suivante, elle part avec Hagrid pour allier les géants à la cause de Dumbledore. Mais cela va échouer et les géants vont plutôt rejoindre Voldemort, comme on le constate lors de la bataille de Poudlard. L'année suivante, elle est présente auprès de Hagrid pour l'enterrement de Dumbledore, qui n'a pas été porté à l'écran. Enfin, comme dans le film, on la voit une dernière fois au mariage de Bill et Fleur. Sa relation avec Hagrid n'a pas évolué pour autant, ils sont restés très bons amis. J'ai toujours eu une relation compliquée avec ce 4e film. Je me souviens à quel point je l'avais adoré à sa sortie, comme tout Harry Potter, mais aussi de ma frustration, surtout à cause de la Coupe du Monde ou du Labyrinthe. Avec le temps, j'ai appris à l'apprécier davantage pour son côté grand spectacle, et pour certaines scènes d'une intensité folle. Mais en écrivant cette vidéo, je me rends compte à quel point l'adaptation est à côté de la plaque. Il n'y a pas un dixième du suspense et du mystère que J.K. Rowling a mis dans son histoire. Le film a totalement supprimé l'intrigue autour des Croupetons, qui est pourtant la plus captivante du récit original, et ne révèle presque rien sur ce qu'il s'est passé d'étrange cette année-là. En plus de totalement renier le rôle de Sirius, qui est très important pour Harry à cette période, ou de mélanger des scènes, des informations en accumulant les incohérences. Ça reste un très bon film à mes yeux, mon cœur parle trop fort. Mike Newell a su retranscrire le passage de nos héros à l'adolescence avec leurs premiers émois amoureux. Son film profite d'une ambiance particulière, de beaucoup d'humour, et la musique, les décors, les accessoires sont au sommet. Enfin, le retour de Voldemort, incarné par Ralph Fiennes, suivi du Priori Incantatum, reste une réussite totale à mes yeux. Mais si on doit le comparer avec le roman, on se rend vite compte du fossé entre les deux, et de toutes les questions restées sans réponse dans le film. Mais c'est terminé pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Vous savez tout ce qu'il fallait savoir à propos de cette 4e aventure. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez découvrir cette alternative plus saine au soda, rendez-vous sur leur site. Profitez de mes codes de réduction, que vous soyez nouveau client ou que vous ayez déjà commandé du Oli. On se retrouve dans une autre vidéo 100% Harry Potter, mais fait accompli.